Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Vous écoutez le podcast Human Coders. Dans chaque épisode, j'invite un ou une développeuse pour parler de techno, de pratiques de développement ou bien tout simplement de sujets en lien avec l'informatique. Au programme également des parcours de dev qui j'espère vous inspireront. Hasard du calendrier en ces temps de confinement, puisqu'aujourd'hui je retrouve Vincent Debry qui est développeur à Nice pour parler du travail en full remote. Alors c'est un épisode qui avait été enregistré en décembre l'année dernière et qu'on choisit de diffuser aujourd'hui. J'espère qu'il vous sera utile, à vous qui peut-être êtes forcés d'être en télétravail aujourd'hui. Alors dans cet épisode avec Vincent, on a parlé d'organisation d'équipe, donc comment s'organiser en full remote, mais aussi de l'isolement. Quelles sont les frontières aussi entre la vie professionnelle et la vie perso, mais aussi et surtout du rôle et de l'importance de la culture d'entreprise pour que tout ça marche. Restez avec nous, Vincent va donc nous partager son expérience et plusieurs conseils. Très bonne écoute. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors ma première question, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais. Je suis Vincent Daubry, je suis développeur full stack Ruby JS. Du coup, je bosse depuis un moment maintenant, donc j'ai pas toujours bossé en remote. J'ai d'abord commencé par travailler dans différentes ESN comme consultant, je pense comme pas mal d'autres développeurs. Je suis passé chez Octo Technologies notamment jusqu'en 2011. Là, je bossais de manière hyper classique chez le client ou des fois dans les locaux sur des forfaits, mais donc pas beaucoup de remote. En 2011, je suis parti monter une startup dans le livre numérique qui s'appelle YouBooks. On fait des livres numériques sur abonnement, donc c'est un peu le même modèle que Netflix ou Spotify, mais appliqué aux livres numériques. Donc là, je faisais un peu de remote et tout le monde dans la boîte en faisait aussi, mais c'était pas une caractéristique de la boîte, en tout cas au début quand on l'a montée. Et maintenant, aujourd'hui, il y a des salariés qui sont en remote. Mais donc c'est comme ça petit à petit que j'ai découvert le concept du travail à distance, de chez soi ou d'ailleurs. Et, euh, et du coup, pour moi, le vrai moment où je me suis intéressé particulièrement au remote, je me souviens, j'étais en vacances en fait. Et du coup, moi, je code depuis que je suis ado, quoi. Je faisais des jeux sur ma calculatrice quand j'étais gamin. Donc pour moi, ça a toujours été un loisir. Donc en fait, j'avais l'habitude de coder en vacances. Aussi, quoi. Je partais toujours, quand je pars toujours avec le PC. Et puis, des fois, de temps en temps, je code aussi, du coup, même quand j'ai l'occasion. Et je me souviens très bien, on était en Espagne avec ma meuf, on était en vacances, et on était au bord de la piscine. Elle devait être à côté en train de lire un bouquin et tout. Moi, j'étais en train de coder tranquillement. Et je me souviens que ce jour-là, j'avais trouvé que j'étais genre vraiment productif. Et c'était surtout, mais il y avait un côté assez génial à pouvoir bosser, prendre des pauses, aller se baigner un peu, revenir, continuer à bosser et tout. Et je m'étais dit, mais en fait, il faudrait que je fasse ça tout le temps, quoi. Et alors, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais j'étais revenu avec un peu cette idée-là en me disant, mais j'adore voyager, il y a trop moyen de bosser à distance. À l'époque, j'avais déjà entendu parler un peu du concept de digital nomade, mais pas tant que ça. Du coup, c'est là où j'ai commencé à creuser un peu le sujet, que j'ai trouvé vraiment passionnant. Et de fil en aiguille, je me suis dit, OK, comment est-ce que je fais pour organiser mon travail de manière à pouvoir bosser en full remote. Et du coup, ça m'a amené à tester un peu le full remote, à la fois en tant que freelance, pour des petits clients, pour des plus gros clients, notamment là en ce moment, je bosse pour Launcher, qui est une jeune start-up, mais déjà une grosse start-up qui se développe très vite. Et dans l'équipe, on est tous en full remote. Donc ça, c'est une expérience intéressante. Et j'ai aussi, du coup, en 2016, monté une autre start-up. Et là, pour le coup, quand je l'ai créée dès le début, avec les associés, c'était clair. Donc la boîte, c'est Corporico, on fait des paris sportifs en entreprise. Et là, toute la boîte est organisée de manière à ce qu'on puisse bosser en full remote. La raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, c'est que justement, on voulait parler de boîtes en fait, qui s'organisent avec des employés en full remote. Parce qu'en fait, c'est aujourd'hui la façon dont tu travailles.
Et moi, je me demandais, en fait, quand tu as décidé, donc de te lancer, dans ces aventures avec, du full remote pour tout le monde, à quel challenge, en fait, tu t'es confrontée? Du coup, si je prends le cas de Launcher par exemple, là c'est intéressant parce que on est vraiment sur des grosses équipes. Typiquement, bon, il y a plusieurs teams en remote. La team dans laquelle je suis, on est 8, donc des devs full stack, back-end, front-end, y compris des graphistes. Alors, bon, il y a une spécificité chez Launcher, c'est qu'il n'y a pas de product owner, c'est les devs qui, en gros, chaque équipe a un lead dev qui fait le lien avec le market, mais toute l'équipe, en tout cas, est vraiment en full remote et du coup répartie un peu sur toute la France. Il y a des devs, et d'ailleurs, du coup, c'est amusant, il n'y a pas beaucoup de devs qui sont à Paris, du coup. Si on regarde les challenges que ça pose pour faire fonctionner toute cette équipe à distance, les principaux points sont vraiment des sujets de communication euh, et donc, typiquement, je pense que la communication, c'est aussi un des sujets pour lesquels les projets informatiques fail de toute façon. En général, quand il y a des retards ou des projets qui se plantent, on se rend compte qu'en fait, c'est une succession d'incompréhensions, de choses qui n'étaient pas claires, pas explicitées. Et il y a beaucoup de problèmes qu'on peut ramener à des sujets de communication. Et du coup, quand on est en remote, ces problèmes-là, ils sont pas forcément différents, ils sont amplifiés par la distance. Je sais pas si vous êtes, dans un cadre, agile ou pas aujourd'hui, mais quand tu regardes, en fait, il est plutôt préconisé justement de faire du face à face, de pas justement avoir, des équipes, éloignées physiquement. Plus que l'éloignement, je pense que vraiment alors effectivement même dans le manifeste agile, c'est vraiment au cœur du sujet, c'est de dire il faut que les gens communiquent, mais bon l'agile maintenant c'est vieux et à l'époque quand ils mettaient ça en avant, c'était plutôt pour faire opposition entre c'est vraiment communication over documentation. Donc l'idée c'est de dire qu'on communique non pas via des spécifications fonctionnelles avec des gros documents écrits et plutôt il faut que les gens se parlent. Et effectivement, du coup, le premier réflexe, la façon la plus simple de se parler, c'est quand on est colocalisé, tous dans les mêmes bureaux, etc. Donc avoir toute l'équipe dans une même pièce, faire une genre de war room, ça marche très très bien, ça c'est clair. Après, aujourd'hui, on a tous les outils pour pouvoir avoir presque déjà le même confort de communication à distance. Euh, et ce qui est vraiment important, je pense, c'est la fréquence à laquelle on communique. Il faut se parler tout le temps. Et on peut le faire en étant en face l'un de l'autre, mais on peut aussi le faire à distance. Et concrètement, alors quels sont les outils aujourd'hui ou quels sont les, je sais pas, les process que vous avez mis en place pour que la communication, se passe bien, avec, ces équipes, dispatchées? Bon, du coup, on fonctionne en Scrum, donc on a un certain nombre de rituels qu'on retrouve voilà, dans beaucoup d'équipes. On a un weekly meeting, donc on fait des sprints d'une semaine. On a un weekly meeting en début de semaine le lundi où on cadre, on fait un petit point sur la semaine passée et surtout on cadre du coup les stories qui vont être réalisées pendant la semaine. On répond aux différentes questions, on se répartit le travail et ensuite, ça aussi c'est un point intéressant. Initialement, on faisait ensuite des daily tous les jours, ou l'équivalent de stand-up, où on faisait donc à chaque fois le point voilà, sur ce qui a été fait la veille, ce qu'on va faire aujourd'hui. Et finalement, euh, on a privilégié le fait d'avoir plutôt deux stand-up, donc le mercredi et le vendredi, pour faire des points d'étape. Et ensuite, ça ne veut pas dire du coup justement qu'on ne se parle que 3 fois par semaine. En fait, on se parle tout le temps. Mais grosso modo, l'idée, c'est de dire on profite justement en remote. Un des gros avantages, c'est justement la possibilité d'être vraiment focus. Ça, c'est un des gros avantages, je trouve, du remote par rapport au gros open space comme on peut connaître, où on est tout le temps interrompu. Ça peut être quelqu'un qui vient nous voir, mais ça peut être aussi des fois juste des personnes qui parlent à côté. D'ailleurs, on le voit dans les open space, tout le monde essaye de s'isoler et de reproduire un peu ça avec des casques, mais on est quand même beaucoup plus facilement focus et concentré quand on est à distance. Donc l'idée, en fait, concrètement, c'est que le lundi, on se répartit. Souvent, on est des teams de deux sur des features. Et donc ensuite, on va se parler entre les deux devs qui vont réaliser la feature toute la journée sur Slack. Donc voilà, comme
un peu tout le monde aujourd'hui, on est sur Slack. Donc ça peut être par écrit, mais on s'appelle vraiment plusieurs fois par jour. Et je pense que ça, c'était une des clés du succès, c'est de dire en fait, à chaque fois qu'on aurait eu envie de parler avec la personne en face de nous, bah là, du coup, comme on est tous sur Slack, on ping la personne, on s'appelle et on s'appelle 5 minutes, 10 minutes, 1 heure s'il le faut. Et donc, on communique toute la journée. Mais en fait, c'est stand-up, même si on cherche à les rendre courts, euh, quand on est à distance, il y a beaucoup de, enfin, ces occasions de se parler tous ensemble. euh, on essaye de les timeboxer à 15 minutes, mais souvent, en fait, ça a tendance à dévier en daily réunion, aussi parce que il y a des choses dont il faut qu'on se parle. Et l'idée de se voir que, non pas tous les jours, mais le mercredi et le vendredi, c'est aussi de dire, OK, bah là, on prend un temps où on va parler de tout ce qu'on a à se dire là pendant ces 2 derniers jours. Donc souvent, ces daily prennent pas 15 minutes, mais prennent plutôt entre une demi-heure, 45 minutes. Et ensuite, au quotidien, on se parle à deux toute la journée sur Slack. Et ça fonctionne plutôt bien d'avoir ce- cette mode de fonctionnement. D'accord. Et alors, tu sais, chez Human Colors, on bosse aussi comme ça. En fait, on est tous en remote, même si aujourd'hui on est tous, localisés à Montpellier, mais c'est vrai qu'en fait, on est dans ce modèle-là. Ça marche aussi, plutôt bien et on a tendance à pour des choses importantes, en fait, à utiliser le téléphone. En fait, je dirais qu'en fonction de l'urgence ou de l'importance d'une info, on va utiliser plutôt un email, plutôt Slack ou plutôt le téléphone. Alors je ne sais pas si c'est pareil pour vous? Hem et moi, j'avais trouvé quand même que Slack, avait un peu ses limites. Je trouve que quand tu envoies beaucoup de messages, tu peux aussi facilement être noyé et perdre des informations. Je sais pas si tu as le même sentiment et du coup, si vous avez mis en place quelque chose pour éviter ça? Ouais, tout à fait. Donc, ben, il y a vraiment une différence, je pense, entre la communication synchrone et asynchrone. Du coup, Slack, bah, par définition, c'est du chat. Donc, effectivement, on l'utilise beaucoup, mais plus pour pinguer des personnes. Euh, c'est vrai que quand on a besoin de, de solliciter quelqu'un ou quelques personnes sur un sujet, bon, on se met tous dessus et on bosse, mais du coup, effectivement, c'est pas hyper adapté si toi tu veux décrocher pendant quelques heures pour pouvoir te concentrer, revenir et rattraper le fil des discussions. C'est pas idéal. Du coup, nous, on a plutôt tendance à dire, OK, ce qui est vraiment des, des éléments assez importants, assez structurants, que ce soit tout ce qui va servir plus ou moins de spec, de documents pour le projet. En fait, on va mettre ça plutôt sur des documents sur Drive ou ailleurs, euh, où là, du coup, on rassemble vraiment les informations importantes là-dessus. Et après, Slack, vraiment s'en servir bah, que pour ce qu'il est, quoi. Donc, que pour de la communication temps réel. C'est pas un problème simple. Et je sais qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore testé et que j'aimerais bien qu'on teste. Je sais que chez Doist, c'est une boîte qui bosse entièrement en full remote et qui, eux, en plus, sont sur plusieurs fuseaux horaires. Donc là, ça souligne encore plus ce problème de communication asynchrone. Ils ont un outil qui vient en complément de Slack et qui se présente plutôt un peu sous forme de forum. L'idée, c'est de dire sur un sujet, donc ça peut être un projet par exemple, en fait, on crée un thread de forum sur ce projet et là, on va plutôt avoir tendance à construire des posts un peu plus détaillés où euh, il y a ça. Ensuite, il y a aussi des patterns qui existent pour pouvoir noter des décisions d'architecture et donc plutôt utiliser le wiki de GitHub pour centraliser tout ce qui va être prise de décision. On discute éventuellement en temps réel, mais à la fin, ce qu'on a envie de figer et de conserver, pas le laisser dans le Slack et ensuite utiliser la recherche de Slack, c'est toujours un peu fastidieux à la longue. Donc là, plutôt centraliser ces docs-là et les formater en dehors de Slack, quoi. Et bon, on a parlé un peu du positif. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur, tout le positif que tu vois, dans une organisation, en full remote? Ouais, 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 complètement. Je pense que, un peu comme on disait tout à l'heure, je pense que c'est un bon. Enfin, il y a plein d'avantages. Il y a des avantages, je pense, déjà au niveau de la boîte. Clairement, il y a un gain de productivité à bosser en remote. Tous les gens qui bossent en remote, en tout cas,
le ressentent. C'est-à-dire, quand on arrive à mettre en place une organisation qui marche bien, on est beaucoup plus efficace. Donc ça, je pense que du point de vue de la boîte, il y a vraiment quelque chose à gagner à ce niveau-là. Sur le recrutement, on en parlait un peu tout à l'heure, le fait que tous les devs sont essentiellement pas à Paris et ailleurs, c'est en fait un énorme avantage. Il y a plein de gens qui ont envie de vivre ailleurs qu'à Paris. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que la plupart des projets, enfin, il y a beaucoup plus de projets à Paris qu'ailleurs. Ça, c'est un fait. Et donc, du coup, le fait de pouvoir dire, mais tu vas pouvoir travailler où tu veux et quand même bosser du coup sur un projet euh, avec voilà, de l'hypercroissance, des vrais challenges tech et tout, etc. Ça permet de faire venir des gens, je pense, qui seraient peut-être pas venus autrement. Donc ça, c'est les avantages pour la boîte. Après, à titre perso, c'est un, euh, c'est un peu un choix de vie aussi. C'est donc bon, forcément la possibilité. Et donc là, je rejoins un peu le sujet des digital nomades. Tu as ce côté location independent, donc la possibilité de bosser où on veut. Ça peut être une possibilité de voyager si on le veut, mais pas, c'est pas du tout une obligation. Juste la possibilité, voilà, on a des gens. Je donne un exemple, par exemple, que je trouve génial. Il y a un des devs dans l'équipe. Il bosse vraiment enfin, loin dans un endroit assez reculé, un peu dans la montagne, et dans son temps perso, il est apiculteur. Donc il a, je crois, 80 ruches et tout, etc. Et en fait, toute la journée, il dev sur un, sur un projet assez passionnant techniquement. Donc, pouvoir combiner les deux, c'est quand même assez génial, quoi. Non, c'est vrai que ça te permet, de repenser un petit peu ta vie, peut-être, d'avoir, et bien sûr beaucoup de temps libre pour toi et d'autres éventuellement activités qui n'ont rien à voir avec le dev, en fait. Puisque, si je comprends bien, tu as aussi, alors vous avez quand même, vous, dans votre organisation des événements, des cérémonies à certains, moments quand même, dans le temps. Mais j'imagine que vous êtes assez flexible après sur les horaires? Enfin, le tout, c'est de s'organiser avec, votre binôme. En gros, c'est ça? Ouais, ouais, complètement. Ça, c'est clair que chacun est du coup complètement autonome pour organiser le boulot, sa journée de travail comme il l'entend. Du moment que ça marche bien, en fait, il y a pas beaucoup de contraintes fortes là-dessus. Euh, Après, si on parle aussi justement, ça rejoint un peu quand tu parles des rituels, je pense un des inconvénients qu'il peut y avoir au remote, c'est le côté peut-être des fois un peu isolation. Je sais qu'il y a certaines personnes au début qui, du coup, restaient beaucoup chez elles. Et ça, c'est clairement quelque chose qui est pas idéal. Il y a plusieurs choses qu'on a mis en place pour ça. Déjà, on se voit tous ensemble, toute la boîte, plusieurs fois par an, donc grosso modo tous les 3, 4 mois. Toute la boîte est réunie au même endroit. Là, l'idée, c'est on bosse, mais c'est aussi surtout une occasion de tous se voir, c'est hyper important. Après la boîte, et ça aussi c'est un message, alors, plus pour les gens, s'il y a des gens qui veulent essayer de mettre ça dans leur boîte, faut vraiment vraiment pas économiser sur billets de train, billets d'avion. À chaque fois que ça a été nécessaire et qu'on avait le besoin de se dire, même au sein de la team, on va tous se voir, on fait ça généralement à Montpellier. Euh, Launcher rushing jamais payer des billets d'avion, de train ou de voiture d'essence, en tout cas rassembler tout le monde à chaque fois que c'est nécessaire. Et ensuite, même si ça, donc, c'est donc régulier, ça reste tous les X mois. Et du coup, ce qu'on a mis en place pour reproduire un peu le côté machine à café qui est sympa et que des fois on peut perdre un peu, c'est des apérimotes. Donc ça, grosso modo, c'est tous les 15 jours, on se prend 1 heure après le boulot. Donc c'est hyper open. C'est toutes les équipes remote. Il y a un chan sur Slack tous les mardis à 18h30. Tous les gens qui veulent venir se retrouvent sur le chan et puis on prend tous une bière, un coca, un thé, un whisky, ce qu'on veut, quoi. En tout cas, l'idée, c'est de boire un verre ensemble avec la cam à distance et parler. Donc c'est un apéro à distance. C'est vraiment, Ouais, c'est vraiment l'apéro, ouais, exactement. Ça marche très très bien, quoi. OK, j'avais jamais entendu, en fait, c'est rigolo,
Mais c'est vrai quand même que moi, ce que je trouve dur dans cette configuration, c'est ce côté isolement. Enfin, le fait de ne pas voir les gens, mine de rien, même si tu les as au téléphone, c'est quand même pas pareil, quoi. Et je sais que ce qui a pu me manquer, ouais, c'est ce côté, tu sais, la petite pause que tu as à la machine à café, quoi. Des fois, tu bosses, tu as un peu marre, tu as envie de prendre une pause et quand même, c'est sympa de pouvoir, papoter un peu avec ton voisin ou ton collègue. Et quand tu es, isolé comme ça, que tu travailles, seul, derrière ton poste, ah bah, tu l'as pas, en fait. Et heu et ça je pour moi, c'est peut-être le plus gros désavantage, en fait, de cette configuration. Ouais, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut organiser et chacun du coup y répond différemment. Je pense qu'ensuite, bon, c'est vraiment ensuite aussi une histoire justement de personnalité. Il y a sûrement des gens qui sont un peu casaniers, ça les dérange peut-être pas d'être tout seul chez eux tout le temps, mais c'est clairement pas la majorité des gens. Moi déjà à titre perso, si je reste plus de 2 jours d'affilée chez moi, en fait, je pète un câble. Enfin, j'ai besoin de voir des gens, de sortir. Donc moi, ce que je fais tout le temps, c'est que je bosse tout le temps à l'extérieur. Et c'est aussi ça que j'adore dans le remote, c'est que mon bureau, c'est régulièrement des cafés que j'aime bien. Ça peut être juste une terrasse dans un endroit sympa. C'est une super occasion de aussi du coup de sortir. Moi, j'ai beaucoup voyagé pendant un moment grâce au remote. Et du coup, tu fais plein de rencontres. Et donc, enfin, moi, je sais que j'avais une vie sociale largement aussi riche quand j'étais en remote et un peu différente parce que du coup je rencontrais plein de gens, des gens différents. Quand je finissais le boulot, bah, j'étais déjà à l'extérieur. Alors quand on est à l'étranger, on rencontre encore plus de gens, mais même quand on est en France, en plus petite parenthèse, petite anecdote marrante, j'ai un stand pour mon laptop qui s'appelle le Un Roust. quoi? En fait, c'est un petit device en plastique qui permet de surélever ton Ah! laptop pour le mettre à Ah! hauteur de. D'accord. Donc ça, c'est hyper confortable. Du coup, je me suis vraiment reproduit tout un setup mobile. Ça me fait un petit bureau. Donc j'ai mon trackpad, mon petit clavier Bluetooth, mon laptop. Et du coup, quand j'arrive dans un café, que je m'installe quelque part en terrasse, par exemple, je prends mon casque, mes écouteurs, mon setup. Les gens, ils hallucinent. Et franchement, ça m'arrive tous les jours qu'il y ait des gens qui viennent me voir et qui me disent, mais Qu'est-ce que tu fais? vous faites Ouais. quoi en fait? Exactement. Du coup, en fait, je rencontre plein de gens, on se discute et tout. Et c'est vrai qu'en plus, il y a toujours ce côté sympa où les gens, il y a plein de gens qui, pour eux, ça leur paraît impossible le fait de dire, mais attends, tu bosses de où tu veux, t'es à distance, ça leur paraît incroyable. Et à chaque fois, je me dis, ouais, mais c'est vrai que c'est quand même une chance, quoi. Et donc, exploiter ça, c'est assez sympa. Ensuite, je sais que dans l'équipe, il y en a beaucoup aussi, tout simplement, qui bossent en coworking. Donc, ils vont dans un café, enfin, pardon, n'importe quoi, je dis justement, Oui, dans un ça espace de faudra peut-être. coworking, oui, oui, effectivement, il y en a pas mal, hein, il y en a de partout, maintenant, je pense qu'il y a beaucoup d'endroits qui proposent ça. Et du coup, par rapport au coworking, par exemple, ça, c'est un truc, je trouve, qui est bien chez Launcher, c'est ils te financent une partie du coworking, par exemple. Donc, ça, c'est un moyen très facile de retrouver ce côté un peu, justement, un petit peu open space, mais à plus petite échelle, euh, que plein de gens aiment. Donc, ça, on peut retrouver ça. Euh, donc voilà, il y a plein de façons différentes de retrouver le côté social et ça, c'est sûr que si on perd l'aspect social en étant en remote, je pense qu'en fait, c'est une forme d'échec en fait. Je pense qu'il faut au contraire se dire, on va utiliser le remote pour continuer à avoir une vie sociale, mais différente du bureau, avec un peu le train-train quotidien de on vient tous les jours voir les mêmes personnes et tout, etc. Enfin, je sais qu'à titre perso, voilà, c'est un peu différent. Moi, j'avais une question sur, les travers, en fait, des remotes. En fait, je sais pas si ça t'est arrivé, mais du coup, tu t'organises comme tu veux, tu travailles quand tu veux. Est-ce qu'à un moment, tu as pas le risque d'aller, bosser le week-end? Tu vois, de pas arriver, en fait, à couper, de bosser le soir, enfin, finalement, de tomber dans un rythme, pas forcément, très sain. Est-ce que ça t'est arrivé? Est-ce que tu l'as vu? Qu'est-ce que tu ouais? Ouais, ouais, tout à fait. Donc ça, c'est un vrai sujet. Typiquement, il y a effectivement cette frontière entre voilà
la vie perso, la vie professionnelle, les frontières deviennent un peu floues à partir du moment où on bosse en remote. Moi, je me souviens d'un pote freelance qui m'avait dit un truc une fois, ça m'avait marqué. Il m'avait dit, quand tu bosses à distance chez toi, au début, c'est génial. Tu as l'impression de pouvoir justement de travailler chez toi. Et un jour, en fait, tu réalises que tu vis au travail. Et je m'étais dit, putain, en fait, c'est vrai, c'est vraiment le risque. Euh, et par rapport à ça, je pense que justement le fait de s'imposer de pas forcément toujours travailler chez soi, en coworking, ça peut être un moyen de recréer cette coupure. Euh, ça, c'est une première façon. Après, je sais que chez Launcher, il y a beaucoup de personnes qui utilisent justement sur Slack, on peut définir des heures pendant lesquelles on est dispo et des heures pendant lesquelles on coupe les notifs. Et ils utilisent ça et ils s'y tiennent. Et du coup, tout le monde respecte ça dans la boîte. Je pense qu'il y a vraiment un sujet de culture d'entreprise par rapport à ça. Partir du principe que on peut pinguer les gens. Par contre, si les gens se sont mis en notification off, et ben du coup, ils verront le message le lendemain. Et donc, il y a, enfin, je veux dire, ça viendrait à l'idée de personne chez Launcher de dire, bah tiens, parce que il m'a pas répondu, bah, je vais lui envoyer un SMS. À part méga urgence, la prod est cassée ou autre, mais ça, c'est des choses qu'on retrouve déjà en entreprise quand il y a vraiment une alerte, un truc, et ça arrive. En fait, la réalité, c'est que ça arrive jamais. Je crois que en 3 ans, je crois que ça a dû arriver une fois. J'ai un souvenir où on a eu une attaque sur le site, mais ça arrive jamais en fait que les gens, de manière intrusive, viennent te solliciter quand toi tu l'as pas demandé. Donc en fait, s'il y a cette culture d'entreprise, derrière ensuite c'est chacun euh, de choisir où est-ce que je mets les barrières et comment est-ce que je m'organise pour protéger un peu ma vie perso. Euh, et après, c'est vrai que encore une fois, c'est des choix qui sont très perso. La plupart des gens, je sais que dans l'équipe, il y a plusieurs personnes qui ont des gamins, ils veulent couper, tout le monde respecte ça. Après, moi, je trouve que c'est aussi un des avantages du remote, c'est justement la possibilité de dire, euh, j'ai pas forcément besoin, si j'en éprouve pas l'envie, de créer cette coupure, etc. Donc typiquement, moi, ça m'arrive plein de fois de dire, bah tiens, l'après-midi, des trucs bêtes, quoi. Je dois aller amener ma moto au garage, par exemple. Ça m'arrange de le faire en plein après-midi, je le fais. Et du coup, je dis à tout le monde, bah là, je coupe et je bosserai ce soir ou même. Donc ça, c'est aussi un avantage, cette flexibilité. Et moi, perso, à partir du moment où le cadre de travail est vraiment agréable, j'ai pas de difficulté. Alors mon cas est vraiment particulier, comme je le disais tout à l'heure. Moi, j'ai toujours même codé le week-end, en vacances. Moi, coder, c'est un plaisir. Donc, je suis un exemple un peu Et particulier là-dessus. ouais, mais du coup, donc une question qui me vient, c'est, mais est-ce que tu arrives à savoir le nombre d'heures que tu travailles? Parce que est-ce qu'il y a pas aussi le enfin, tu dis que d'accord, c'est ta passion de coder, que tu adores coder même pour le plaisir, mais bon, ça reste aussi un travail donc enfin, tu vois, est-ce que tu arrives à voir, quand tu dépasses? Si tu dépasses, est-ce que tu te poses la question? Alors, c'est vrai que on fait pas un suivi. Alors, je crois que dans l'équipe, il y a des freelances qui le font, qui utilisent des outils comme Toggle, par exemple, qui permettent vraiment de traquer de manière assez précise le temps qui est passé sur des projets. C'est très utilisé par des freelances parce que, notamment des freelances qui facturent à l'heure ou autre, ça leur permet de faire ce suivi-là. Après, pour les salariés, et moi, à titre perso, je le fais pas. Enfin, euh, c'est chacun Qui se gère en fait, chacun est libre, qui ouais. se C'est ça. Et ensuite, alors, je suis d'accord qu'il peut y avoir des fois, du coup, des excès, dire je me retrouve à travailler beaucoup trop. Comme je disais, je pense que c'est à chacun de mettre en place le rythme, vraiment rythmer son quotidien. Je me lève le matin, à partir de quelle heure je me mets au boulot, quand est-ce que je prends ma pause déjeuner. Je pense qu'il y a des personnes qui ont sûrement envie d'avoir comment dire, un rythme de vie très rythmé comme ça. Et c'est tout à fait possible de le faire. Après, des gens qui travaillent beaucoup et qui font des très grosses journées, en fait, il y en a plein, surtout dans nos boulots.
Moi, des gens qui bossent, qui font des journées de beaucoup plus de 8 heures, j'en connais. Euh, Après, moi, je trouve que quitte à bosser, et bon, voilà, moi j'ai monté des boîtes, je suis plutôt côté, enfin, moi ça me pose pas de problème de bosser beaucoup à condition que mon travail justement reste un plaisir. Et typiquement, être dans un open space tout seul à 19 heures quand on voit tous les collègues qui s'en vont, ça m'est arrivé, mais trop de fois quand je bossais en ESN, parce que tu es à la bourre sur un projet, il faut bosser, bon, tu le fais. Tout le monde s'en va et toi, tu es tout seul dans ton open space. C'est horrible. Moi, quitte à devoir faire ça, quand il y a des coups de bourre, ça arrive, je préfère 1000 fois le faire soit chez moi, ou alors je suis dans un endroit sympa, à l'extérieur, il fait beau, bah, du coup, je n'ai pas de difficulté à travailler un peu plus tard. Ça, déjà, c'est un point vachement important, c'est se créer un environnement de travail qui soit agréable. Et après, c'est trouver avec sa boîte, et ça, on revient à la culture d'entreprise. Je pense qu'il y a vraiment un côté donnant-donnant. Si à un moment il y a un rush, et dans l'informatique ça arrive tout le temps qu'il y ait des périodes de bourre, bon bah là du coup, ok, on se serre les coudes, tout le monde est là, et c'est là où c'est important qu'il y ait une cohésion, même en remote. Du coup on s'appelle, on voit que tout le monde est là, on bosse, voilà, on fait ce qu'il y a à faire. Et une fois que ça s'est fait, s'il faut prendre du temps de récupération, s'il faut dire, écoute, là, je suis claqué, j'ai bossé tard, demain je prends ma matinée, il n'y a aucun problème pour le faire. Et il faut que la boîte, enfin moi je trouve que j'ai pas de difficulté à faire des efforts pour la boîte si j'ai le sentiment que en retour, la boîte fait les mêmes efforts pour moi quand j'en ai besoin. Et un truc que je me demandais, je sais pas si les gens vont se poser cette question aussi, mais c'est par rapport à la confiance. C'est-à-dire que là, vous êtes chacun chez vous ou je sais pas, dans d'autres pays, enfin peu importe, vous avez un travail à faire. Est-ce que, bah, c'est-à-dire que ça peut faire peur en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, t'embauches quelqu'un, tu le vois pas forcément, tu sais pas comment il va travailler, il faut lui faire confiance sur le fait que le travail va être fait, que la personne va suffisamment bosser, tu vois ce que je veux dire? Donc là, tu vas me dire, c'est culture d'entreprise aussi. Est-ce que ça se passe, facilement? Est-ce qu'il y a eu des cas où voilà, il y a des employés, qui faisaient pas bien leur taf? Comment ça s'est passé? Ouais, c'est une excellente question. En particulier, voilà, moi j'ai beaucoup bossé en freelance aussi, et aussi bien en entreprise qu'en freelance. La confiance, c'est la clé. C'est-à-dire qu'une fois que la confiance elle est établie, tout devient plus facile. C'est-à-dire que tous les sujets qui sont un peu pourris entre guillemets, euh, tout ce qui va tourner autour du flicage en fait, hein, à suivre. Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu parles de ça. C'est pas lié au remote. Il y a beaucoup, même en France, pendant des années, on avait la culture du badge. Les employés badgeaient pour savoir à quelle heure ils arrivaient le matin, à quelle heure ils partaient le soir. Pourtant, ils n'étaient pas en remote. Idem, le nombre de fois où j'ai vu des équipes qui étaient complètement dysfonctionnelles, tout le monde était démotivé et en fait personne ne foutait rien toute la journée, malgré le fait qu'ils étaient tous là. Oui, c'est vrai que oui, c'est pas parce que tu es sur place que tu travailles. Mais en fait, là, je pense que dans l'imaginaire, commun, enfin dans l'esprit, on peut se dire: «Ah mince, mais il y a pas de contrôle». Enfin, il y aura aucun, c'est-à-dire que, pour des gens qui ont envie de contrôler, c'est pas possible. Enfin, ça va Oui, être compliqué. complètement. Ou Et alors je pense qu'en fait, ils vont t'appeler, c'est-à-dire qu'ils vont vérifier que tu es en train de travailler. Donc en fait, comment je pense que c'est pas évident de lâcher prise, peut-être quand tu montes une structure, comme ça et de partir du principe, bah, voilà, je fais confiance, j'embauche des gens, ils vont faire le taf, ils vont enfin, alors, c'est vraiment une super question. Je pense qu'il y a deux situations qui sont très différentes. Tu as le cas d'une entreprise où le remote est déjà installé, tout le monde bosse déjà en remote. Voilà, c'est le cas de Launcher. Si quelqu'un demain arrive chez Launcher, on fait le pari de la confiance. Donc l'idée, c'est que par défaut, on fait confiance aux gens. Après, à partir du moment où le projet fonctionne bien, c'est-à-dire que dans l'équipe, tout le monde bosse, s'il y a quelqu'un qui produit vraiment beaucoup moins que les autres, en fait, ça se voit tout de suite. Et ça peut être lié à beaucoup de choses.
même si en fait, la très grande majorité des gens, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu dis, il y a plein de gens qui s'inquiètent et un peu dans l'imaginaire collectif, on se dit, mais si la personne est à distance, et qu'est-ce qui me dit qu'il bosse pour moi, qu'est-ce qu'il va rien faire? En fait, le cas des gens qui réellement sont, parce qu'ils sont à distance, foutent rien entre guillemets, en tout cas, travaillent pas beaucoup, c'est une petite minorité des gens. La très grande majorité des gens, quand tu leur fais confiance et qui sont motivés par le projet et qu'ils voient que tout le monde travaille, et ben en fait, ça se passe bien. Donc ça, c'est quand même important à dire. Et il y a effectivement, parce qu'il faut pas être naïf, des quelques cas, et c'est arrivé chez Launcher, il y a eu quelques personnes, euh, et on le voit, donc c'est des personnes qui soit sont pas là au meeting, ça c'est le truc le plus flagrant, le mec de temps en temps, sans prévenir, il est pas là, ou autre. Après, je sais qu'on a l'habitude, quand on doit s'absenter dans la journée, bah, on se dit, et justement, parce que il n'y a pas cette espèce d'inquiétude de dire putain, si je dis que je m'en là j'ai besoin là en fait j'aurais vraiment besoin d'arrêter de bosser, mais je me sens pas à l'aise pour le dire, donc je vais avoir tendance à le cacher, et ça crée des situations malsaines. Au contraire, je vais sur Slack, je mets un message et je dis je vais m'absenter 2 heures, aucun problème, je fais ça aussi souvent que je veux, donc je le dis, et donc c'est transparent. Donc il n'y a pas de côté moi je vais être pris la main dans le sac et tout. Tout ça en fait c'est assez nocif quoi. Du coup, donc ça c'est le cas d'une boîte où c'est déjà établi. Faire le pari de la confiance et ensuite quelqu'un qui bosse pas, honnêtement, ça se voit tout de suite et justement ça crée un malaise au sein de l'équipe. Quand tu as 7-8 personnes qui bossent et qui se défoncent sur le projet, parce qu'ils aiment le projet, parce que justement ils ont un cadre de vie et de travail agréable, bah, du coup, voilà, tout va bien. Et il y a une personne au milieu où on voit bien qu'il bosse pas, donc soit c'est qu'il y a un problème, bon, dans ce cas-là, il y a eu des personnes dont on s'est séparés, hein, tout simplement. Ça peut être aussi, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut creuser. Pourquoi est-ce que ça va pas? Est-ce que la personne, elle ose pas poser des questions des fois? Enfin, Après, oui, après je pense qu'il y a plein de cas et puis ça peut être quelqu'un, pour lequel, cette organisation ne convient pas. Parce qu'en fait, bon ce qui ressort en fait dans ce que tu dis, c'est que finalement des gens qui choisissent, ce type d'organisation, ce full remote, ça les motive, hein. Enfin, il y a une certaine, comment dire? J'ai l'impression ce qui ressort en fait, c'est qu'ils sont encore plus contents de leurs conditions et du coup, au contraire, ils peuvent être plus productifs, encore plus motivés, encore plus contents en fait de faire partie du projet. Mais on peut imaginer que pour d'autres personnalités, au contraire, peut-être l'isolement, le fait de pas avoir des gens physiquement autour de soi, ça peut plomber en fait. Peut-être que ça démotive et ça rend le travail plus compliqué. ouais, tout à fait. Donc par rapport à ça, bon, comme je le disais tout à l'heure, c'est important de garder une vie sociale, quoi qu'il arrive. Maintenant, au-delà de ça, est-ce que le remote est fait pour tout le monde? Bien sûr que non. Il n'y a il y a aucun mode de travail ou style de vie qui correspond à tout le monde. Donc pour les gens qui se reconnaissent pas dans le remote, je sais qu'il y a des locaux chez Launcher. Alors, il y en a à Montpellier, il y en a à Paris. Moi, dans ma boîte, donc Corporico, on a des locaux à Paris, mais pour la partie dev produit, tout le monde est à distance. Bon, c'est ensuite, mais donc avoir des locaux et donc du coup pas avoir besoin d'avoir des locaux immenses parce que ça concerne moins de postes de travail, c'est pas du tout impossible. Donc, avoir des locaux, c'est pas incompatible avec le fait d'avoir une boîte organisée en remote. Ça, c'est une chose. Euh, et après, je pense que la situation est un peu différente pour des boîtes qui veulent se lancer dans le remote. Des boîtes où tout le monde est colocalisé, ils veulent démarrer le remote. Ça, c'est une situation assez différente. Moi, c'est un des exemples de, de situations où le remote n'était pas complètement satisfaisant. Je me suis retrouvé une fois en freelance tout seul à être en remote dans une équipe. Ça, clairement, ça crée un décalage, quoi. D'accord. Donc, et du coup, alors pour des boîtes, des petites boîtes qui se montraient, qui aimeraient partir sur ce modèle full remote, est-ce que tu aurais des conseils? Ouais, complètement. Il faut que les personnes, donc si la boîte démarre de zéro et que
ils souhaitent faire le full remote, entre guillemets, ça va ça va se faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que le projet fonctionne bien, c'est-à-dire qu'un projet qui déjà fonctionne pas quand les gens sont tous autour d'une table, tu les mets tous aux quatre coins de la France, ça va exploser en plein vol. Mais voilà, donc déjà avoir une organisation au sein de la boîte qui soit un projet, être capable de délivrer, quoi. De toute façon, c'est la première étape. Une fois qu'on est capable de délivrer, avoir des gens qui bossent en remote, quand tout le monde est en remote et que la boîte se construit petit à petit, ça va se faire aussi. C'est ce que nous, on a fait chez Corporico, ça marche. Après, le cas des gens qui ont une équipe entièrement colocalisée et qui font venir une première personne en full remote. Il faut vraiment faire en sorte que la personne, elle se sente à part entière au sein de l'équipe. Et donc, je pense que c'est difficile d'avoir un gros déséquilibre entre le nombre de personnes qui sont dans la même, qui bossent en colocalisé dans le même bureau et le nombre de personnes qui sont en remote. Donc, soit il y a un choix de dire on souhaite utiliser le remote parce que c'est un super outil de recrutement, ça marche très bien. Donc, se dire ok, on en recrute un, puis deux, puis trois, et du coup, on crée un équilibre entre les personnes qui sont en remote et les personnes qui sont colocalisées. Ça, c'est important. Je pense que clairement, le modèle où il y a une personne à distance et il y en a 7 ou 8 à côté, c'est clairement pas l'idéal. Et surtout, la clé, c'est faire en sorte que les personnes qui sont en remote se sentent intégrées à l'équipe autant que les autres. Et donc, typiquement, un truc très clair, les réunions. Ça, c'est vraiment, je pense, le plus important. Le pattern où il y a 6 ou 7 personnes autour d'une table, avec soit, dans le meilleur des cas, projeté sur un écran, la visio avec la personne qui est à distance. Dans le pire des cas, sur un des PC, il y a la personne, donc en fait personne ne le voit. Lui, en fait, il est complètement à côté de la réunion. Ça, c'est vraiment super mauvais. La première chose à faire, c'est de dire les réunions se font chacun avec casque et visio. En fait, ça me paraît déjà un premier moyen de déjà limiter tous les problèmes liés des trucs bêtes, caméra, micro, quoi. Quand on fait des réunions où tout le monde est à distance et on fait ça tout le temps, en tout cas tout le monde est avec caméra, micro dans la réunion, en fait ça marche très bien. Quand on fait une fois par semaine une réunion avec Jean-Paul qui est à distance, et ben à chaque fois c'est problématique, le son est pourri, on l'entend pas bien, ou alors il ose pas s'exprimer. Il faut que tout le monde soit sur un pied d'égalité vis-à-vis de voilà de ça au sein de la réunion. Du coup, ça me fait penser qu'il y a peut-être du matériel, à avoir, en particulier quand tu es en full remote finalement. Peut-être un bon casque, enfin je sais pas toi si, tu as investi, dans des choses et si tu recommandes des choses à avoir, absolument? Ouais, clairement. Ça me semble obligatoire. Tout le monde dans l'équipe doit avoir à minima un casque avec un micro. Ça, c'est obligé. Et donc, moi, j'ai investi dans un casque. Donc, moi, à titre perso, j'utilise un casque dont je suis très content, qui est le Sennheiser Momentum, que j'ai acheté il y a longtemps et qui marche très bien. Le casque avec réduction de bruit est quand même super agréable. Euh, Notamment moi qui bosse souvent dans des cafés à l'extérieur ou autre, où des fois il y a un peu de bruit ambiant, ça c'est important. Et justement par rapport au bruit de fond, alors là le tips qui est vraiment la base de la base, c'est seule la personne qui parle a son micro allumé. Ah oui. Ça c'est obligatoire. Sinon, c'est un enfer. Entre les chats, les enfants, les ambulances, c'est Oui, infernal. oui, oui, les chats, oui, oui. Alors je sais pas si tu penses qu'on a fait le tour. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter ou si tu as un dernier message à passer, aux gens qui nous écoutent? Ben, du coup, moi, ce que je dirais, c'est que le remote, déjà, est quand même vraiment une tendance de fond, surtout chez les devs, mais pas que. Clairement, maintenant, c'est devenu un classique d'avoir enfin, de proposer du remote, soit partiel, soit total. Euh, le remote, c'est pas un perks, comme on dit, c'est pas en gros, ouais, venez chez nous, c'est cool, il y a un baby-foot, il y a des canettes de coca dans le frigo et on fait un jour de remote par semaine. Le remote, c'est vraiment un mode d'organisation au sein de la boîte. C'est justement la possibilité pour des gens qui en ont l'envie, et il y en a de plus en plus chez les devs,
de pouvoir organiser sa vie comme on le veut. Je pense que c'est une chance qu'on a dans notre métier de pouvoir travailler à distance facilement. Donc les gens qui ont envie de le faire, je pense qu'ils ont raison de vouloir essayer. Du coup, bah voilà, il y a plein de boîtes, de plus en plus de boîtes des startups, mais pas que, qui proposent du full remote. Donc je parlais de Launcher, on recrute des devs, mais vraiment sur beaucoup de postes, des graphistes, etc. Donc Je mettrai les liens. Je mettrai des liens de toute façon, si tu veux. voilà, exactement. Je sais qu'il y a d'autres, il y a d'autres startups. Regardez sur Paris, il y en a beaucoup qui, justement, pour des sujets de recrutement, commencent à comprendre qu'il y a beaucoup de devs qui sont pas tous à Paris et qu'il y en a certains qui ont envie de bosser pour ta boîte, mais du coup, ils n'ont pas forcément envie de déménager pour autant. Donc voilà. Et donc, mon conseil, ce serait essayer. Ça marche très bien en freelance. Ça marche très bien en tant que salarié aussi. Et pour les personnes qui ont une boîte et qui hésitent un peu, je laisserai mon mail, mon contact euh, comment dire, dans les notes, Ouais. etc. Il y a des gens qui ont des questions à poser. Moi, c'est un sujet que j'adore. Je serais ravi de répondre si jamais il y a des gens qui ont des questions. Mais vraiment, mon message, c'est essayer. Il y a vraiment beaucoup à y gagner. Donc voilà, faut essayer. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup Vincent. Et puis moi, ce que je retiens aussi de cette organisation, c'est que c'est une super opportunité pour avoir, entre guillemets, une double vie, pour peut-être faire du dev et d'autres choses en fait, à côté. Ouais, voilà, exactement. Tous ceux qui s'intéressent un petit peu à ces sujets-là, le mot-clé, c'est digital nomade. Il y a énormément de contenu qui est produit là-dessus. Moi, je trouve qu'effectivement, c'est une façon intéressante de repenser et réinventer le travail, quoi. Ok, super, bah écoute, merci. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir en discuter sur notre blog, blog.humancolors.com, et puis à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter et LinkedIn. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.